L'invention du langage est le plus bel aveu de notre incapacité à nous comprendre. Bon, ce gars-là, vous le connaissez toutes et tous. Mais qui est-il exactement? Que nous veut-il? Qu'est-ce qu'il fout là dans nos quotidiens? Remontons un petit peu, voulez-vous, l'histoire de ce curieux compagnon de nos échanges modernes. Nous écrivons plus ou moins toutes et tous de plus en plus souvent. Alors oui, je sais que beaucoup d'entre vous me diront que ça leur fait tout bizarre quand ils tiennent de nouveau un stylo plume, chose qui ne leur était pas arrivée depuis leur dernier commentaire composé de français avec Madame Joubert en 3e E, mais je ne parle pas nécessairement ici d'écriture manuscrite. Si l'on regarde l'histoire de notre humanité, l'émergence de la forme écrite de nos communications quotidiennes ne s'est faite qu'il y a relativement peu de temps. Quand je parle d'écrire, je fais donc référence aux œuvres littéraires, mais ce n'est pas tout, loin s'en faut. Ça concerne vos mails auxquels vous oubliez de joindre les bons fichiers, vos SMS incompréhensibles que vous ne relisez pas, vos posts insipides sur les réseaux sociaux, vos tweets péremptoires et irrespectueux, vos commentaires YouTube ineptes. Bon, dites Bubule, moi je veux bien lire ce que vous voulez, mais c'est curieux, dans votre liste, vous n'avez pas mis les scripts de vidéos injurieux. Comment est-ce qu'on doit le prendre, du coup ? Non, parce que c'est bien gentil de vous lâcher, mais c'est moi qui dois aller dire toutes vos conneries, là. Depuis d'ailleurs, on pourrait en parler de vos écrits à vous aussi, parce que c'est pas toujours du Shakespeare, hein. On pourrait parler de vos silences aussi, à l'occasion. Bref, mes chers pourquoi-fils, ne vous sentez pas visés par mon auteur tiraillé et manifestement aigri. Vos écrits font dans l'immense majorité des cas plaisir à lire, et je vous remercie d'être là et de prendre le temps de sortir du silence. Non, Dodongo, je vais pas en profiter pour parler de Tipeee maintenant. Je sais bien qu'il y a que l'argent qui t'intéresse, mais c'est pas le moment, là. Je peux continuer, là, sans être interrompu et sans avoir à proférer des aigreurs déplacées? Lucien, vous voulez intervenir? C'est le moment, là, non? Bon. Donc, l'écrit occupe, à l'échelle de l'humanité, une place de plus en plus importante dans l'ensemble de nos échanges, voire même une forme d'omniprésence. À tel point que notre aptitude à comprendre et à utiliser correctement la forme écrite est devenue indispensable dans notre famille, au travail ou dans la collectivité, tout simplement. Il n'y a pas si longtemps que ça, la forme écrite relevait plutôt d'une espèce de tradition réservée à une élite, quelque chose de très formel. Et pas besoin de remonter des dizaines de générations non plus, hein. Je pense par exemple au CV, aux lettres de motivation, aux mémoires de fin d'études ou encore à tout ce qui est défini comme purement littéraire, les essais, les romans, les pièces de théâtre, etc. Ou même les scripts de Gontran H, pourquoi pas. Ben oui, parce qu'avant de les dire face caméra, il doit bien les écrire lui aussi. Eh oui. Mais l'avènement d'Internet, et notamment celui des réseaux sociaux, est passé par là et a défoncé cette vision élitiste de l'écrit. Tout a été bouleversé en l'espace de quelques dizaines d'années seulement, et désormais, les posts, les mails, les SMS, bref, l'écrit est omniprésent dans nos quotidiens comme jamais il ne l'avait encore été. Cet immense virage dans notre façon d'interagir avec nos semblables a entraîné dans son sillage de nombreux autres bouleversements. Une grande partie de ce qui, jusqu'ici, était tout simplement des interactions orales, passe désormais par nos poches et surtout par écrit, donc. Et nous sommes aujourd'hui dans un renouveau du format écrit qui vient emprunter de plus en plus de ses caractéristiques à l'oral. Les linguistes diraient que le principe de conversionnalité est grandissant et que ça passe notamment par une oralisation de nos écrits. Mais c'est moche et pas très clair. Néanmoins, ces mêmes linguistes constatent tout de même de profondes modifications dans l'usage de la langue, et tout ça apporte son lot de questionnements. D'après les conclusions d'une étude réalisée par Albert Mehrabian en 1967, dans une conversation privée, seuls 7% de notre communication orale serait véhiculée par les mots utilisés. Il suggère ainsi que 38% de la communication serait transmise par l'intonation de la voix et 55% par le langage corporel. Bien que ces chiffres soient l'objet de débats houleux au sein de la communauté scientifique, il est a priori indéniable que le non-verbal joue un rôle prépondérant dans la transmission de nos messages, souvent plus que les mots eux-mêmes d'ailleurs. Cette prédominance du non-verbal a été soulignée par d'autres chercheurs des années 70, parmi eux on peut citer Ray Birdwhistell, qui s'est penché sur la kinésique, analysant la signification portée par nos gestes, Edward T. Hall, qui a quant à lui mené des recherches approfondies sur la proxémie, en étudiant par exemple comment les distances interpersonnelles influent sur la communication, distinguant les espaces intimes, personnels, social et publics. Par exemple, dans un lieu public très fréquenté, comme une rame de métro bondée ou un ascenseur, où l'espace personnel de chacun est particulièrement restreint,
La norme sociale veut que l'on minimise les signaux émis pour réduire l'inconfort lié à cette proximité. Essayez, vous verrez, d'avoir une conversation dans de telles circonstances, ça conduit généralement à un sourire poli sans réponse, ou pire, à des regards réprobateurs. Et, entre autres, nous avons également Gregory Bateson, qui s'est intéressé à la dissonance cognitive, ce phénomène où nos expressions faciales contredisent nos pensées réelles, comme lorsque l'on répond « c'est rien » avec un sourire forcé, après s'être fait marcher sur le pied par un bon gros relou dans une file d'attente, n'est-ce pas, Eudes? Oui, non, je sais pas ce qui m'a pris, celle-là était gratuite. Enfin bon, on se comprend. Bref, ces études mettent en lumière un aspect fondamental, l'importance cruciale du non-verbal dans nos interactions humaines. Et avec ces deux prémices, vous me voyez venir, je suppose, il nous a fallu rapidement penser une adaptation afin d'éviter au mieux toute forme de quiproquo, d'incompréhension, d'ambiguïté à l'écrit. Puisque par définition, il ne véhicule pas notre corporalité, notre intonation ou notre prosodie. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir un message écrit en majuscule, par exemple, pour signifier un cri ou un énervement, ou encore d'y voir des marqueurs oraux comme des hésitations avec des « des « ben » ou des répétitions. Je ne sais pas. On trouve également des interjections diverses comme « aïe » ou « waouh » ou « et bien sûr, très important, l'emploi de la ponctuation au sens large, majuscules, minuscules, points de suspension, d'exclamation ou même simplement des retours à la ligne viennent nous donner des indications parcellaires sur le rythme ou le volume de la parole qui est retranscrite à l'écrit. L'écrit n'est donc pas nécessairement froid ou distant. Il se pare d'attributs qu'autrefois nous associons exclusivement au langage parlé. Il s'adapte progressivement et se charge d'émotions. Pour autant, nos échanges souffraient encore de quelques lacunes dans la transmission de notre ton ou encore de nos expressions faciales, dussions-nous avoir les mêmes échanges à l'oral. Et c'est là que notre ami introductif va intervenir, bien entendu. Enfin, pas tout à fait. Disons qu'avant de se servir de lui, on a utilisé son grand-père, voire même son arrière-grand-père. L'apparition d'icônes et de symboles pour combler cette distance émotionnelle était inévitable. Les premières véritables émoticônes ont fait leur apparition dans les années 1970 sur le réseau Plateau, l'un des premiers systèmes de communication en ligne pour les entreprises. Cependant, on peut noter une apparition antérieure en 1881 dans Puck, un journal satirique américain, où des formes d'émoticônes représentant des visages étaient disséminées dans les articles pour orienter les lecteurs sur le ton des journalistes. Ces petits visages figuratifs indiquaient la joie, la mélancolie, l'indifférence et l'étonnement. Depuis des temps pas si lointains, les émoticônes formés, donc avec des signes typographiques déjà existants, représentent la plupart du temps des visages. Mais pas seulement. Ils cèdent aujourd'hui de plus en plus leur place aux emojis, qui furent une véritable révolution dans le monde du numérique au Japon, là où ils furent inventés en 1999, et donc notre vieillissant visage formé de 2 points et d'une parenthèse devient ceci. Je vous l'accorde, la différence n'est pas incroyable, et pourtant c'est ici le début d'une révolution qui ne cesse de se poursuivre depuis. Le terme emoji vient donc du japonais et signifie littéralement image et lettre, moji. La ressemblance avec le mot émotion est un jeu de mots interculturel. Aujourd'hui, ils sont intégrés au clavier numérique des réseaux sociaux, des SMS, des emails, etc. Et ils jouent un rôle essentiel dans le processus de création et d'évolution du langage écrit. Leur utilisation dépasse de plus en plus le simple besoin de pallier le manque d'oralité. Les emojis remplacent souvent des mots, voire des phrases entières. Ils représentent une véritable force linguistique, en grande partie grâce à leur diversité de représentation et de signification. En 2009, par exemple, un groupe de traducteurs japonais a entrepris de convertir la totalité de l'œuvre classique d'Herman Melville, le fameux roman Moby Dick, en emoji, uniquement. Chacune des 6438 phrases que comporte le livre original a ainsi été traduite en petits pictogrammes par au moins 3 personnes différentes, et pour chaque phrase, donc, il y a eu un vote pour retenir quelle version figurerait dans la traduction finale. Je vous en mets ici quelques passages. La totalité de ce travail particulier est disponible en version papier sous le nom de Emoji Dick. Voilà, je vous laisse avec cette information, je ne savais moi-même pas vraiment quoi en faire. Oui, Lucien, je vous vois, pas la peine de faire des grands signes lents.
Intervenez, je veux dire, les gens sont habitués maintenant, donc... On va patienter. Non, j'ai pas de vanne aujourd'hui. Voyez ? Effectivement. Bien vu, Lucien, merci. Oui, je vois bien que vous êtes perturbé, mais écoutez, je suis pas obligé de vous vanner à chaque épisode non plus. Nous savons tous aujourd'hui que les emojis, et notamment les smileys, ont gagné la course à un point tel que de nos jours, rares sont les échanges, privés du moins, qui n'en comprennent aucun. Mais il y a eu un autre courant qui a tenté de pallier à ce besoin de figurer l'émotion dans l'écrit, celui d'élargir la ponctuation. Laissez-moi vous présenter les perdants de cette histoire de l'évolution du langage écrit. On les regroupe aujourd'hui dans la catégorie des signes de ponctuation non standards. Ils furent créés dans un but similaire aux émoticônes par des écrivains, des poètes, des linguistes ou des typographes. Je vais vous en présenter quelques-uns ici, pêle-mêle. Indiquant le sarcasme, le second degré, laissez-moi vous présenter le point d'ironie. Il a été créé par un poète français nommé Alcanter de Brahme en 1899. Vous pouvez, de nos jours, le trouver régulièrement par exemple dans les lignes d'un journal comme Le Canard enchaîné. Vous souhaitez marquer votre mauvais pressentiment, votre impression d'une vérité alternative, libre à vous d'emprunter à Hervé Bazin son point de doute. En revanche, si vous souhaitez indiquer à votre interlocuteur votre pleine assurance sur un fait ou un autre, vous pouvez utiliser un autre point signé Hervé Bazin, le point de certitude cette fois-ci. Toujours chez Bazin, si vous ressentez le besoin d'exprimer vos sentiments d'une manière plus directe, je vous recommande le point d'amour. Quand je vous dis qu'on n'est pas loin des emojis. Vous cherchez à exprimer votre révolte face à une injustice, ou plus simplement votre colère, servez-vous du point d'indignation. Si vous souhaitez manquer de respect à quelqu'un, mais avec finesse, signé Michel Hall, je vous présente le point d'aisance. C'est joliment dit. Après, si vous n'avez pas tout de suite l'image en tête, sachez que son créateur le nomme également le point merde. C'est bon ? Vous l'avez maintenant ? Le poète Julien Blaine, dans son livre « Reprenons la ponctuation à zéro », nous propose un très sympathique point de poésie. Il ne l'explique ni ne le décrit plus que ça, et c'est peut-être bien dans le mystère qu'il laisse dans cette invitation à l'interprétation de chacun que réside précisément la poésie de ce point. Olivier Houdard et Sylvie Prioul se sont mis à deux manifestement pour créer le point de dépit mêlé de tristesse. C'est très joli, je suis pas sûr de quand est-ce que ça sert exactement. Et bien sûr, je voulais garder pour la fin, mon petit chouchou, le point exclarogatif. Proposé par Martin Specker dans les années 60, il est né de la superposition du point d'exclamation et du point d'interrogation, et il cumule donc les deux fonctions, en plus de faire un magnifique logo, vous en conviendrez. Aussi sympathique qu'il soit, hélas, ces divers signes sont presque tombés dans l'oubli, et aujourd'hui rares sont celles et ceux qui utilisent encore ces vestiges de notre écriture. Je vous encourage à les utiliser un peu partout et à tenter de leur rendre un hommage dès que l'envie vous en prend. Vous trouverez la plupart d'entre eux sur la page Wikipédia de la ponctuation non standard donc. Elle en comprend bien évidemment encore d'autres comme le point de conviction, d'acclamation, d'autorité, etc. Servez-vous, mes chers pourquoi-fils. Quoi qu'il en soit, cette bataille était vraisemblablement perdue d'avance. Le rouleau compresseur des petites têtes jaunes et expressives n'a probablement même pas eu conscience de cette alternative sous forme de ponctuation et a tout écrasé. Les emojis sont désormais omniprésents, mais ils ne font pas l'unanimité. Longtemps, l'écriture a été perçue comme un domaine très formel et codifié, ce qui explique les critiques face à ce bouleversement de notre manière d'écrire. L'oralité, avec ses hésitations, ses accents et ses dialectes, était considérée comme plus familière, tandis que l'écrit était réservé à une langue plus littéraire, plus prestigieuse. Ces dernières décennies, les linguistes ont pris conscience de la diversité des langues, tant orales qu'écrites, et de l'évolution constante de leur grammaire et de leurs usages. La langue est en perpétuelle mutation. Et chaque génération apporte son lot de critiques face à ces transformations inévitables. Aujourd'hui, certains estiment que l'essor des emojis appauvrit la langue, la menace, ou encore qu'il diminue la gravité et l'importance des messages qu'ils accompagnent. D'un point de vue linguistique, pourtant, il est évident que ces petites icônes apportent une nouvelle richesse aux conversations écrites. Premièrement,
Leur caractère universel est indéniable. Grâce à leurs graphismes évocateurs, les emojis permettent à quiconque, peu importe sa langue maternelle, de comprendre plus facilement le message. Ils peuvent s'avérer particulièrement utiles lorsque vous ne maîtrisez pas parfaitement la langue de votre interlocuteur. Ensuite, les emojis, en transmettant des nuances que les mots seuls ne peuvent pas véhiculer, ils précisent le ton, l'émotion, ajoutant ainsi une dimension humaine aux échanges. Et en outre, leur concision permet de gagner du temps en communiquant des idées ou des sentiments en un seul symbole, parfois. Certains soutiennent également que les emojis réintroduisent une touche d'humanité dans les échanges professionnels, souvent perçus comme trop formels, impersonnels justement. En revanche, l'utilisation des emojis n'étant pas aussi codifiée qu'une véritable langue, elle peut souvent prêter à confusion. Les interprétations erronées sont courantes, surtout compte tenu des différents niveaux de lecture d'un même symbole. La complexité des idées est déjà parfois difficile à transmettre clairement avec l'écrit traditionnel. Avec les emojis, qui représentent un langage encore en développement, les malentendus sont d'autant plus fréquents. Et de plus, certaines communautés adoptent des emojis spécifiques avec des significations particulières, rendant ces symboles compréhensibles uniquement pour ceux qui en connaissent le code, mais opaques pour les autres. Ces possibles confusions, ce manque de clarté peuvent pourtant être utiles dans certains cas. Pour contourner la censure, par exemple. Sur certains réseaux sociaux, les règles peuvent être particulièrement strictes en ce qui concerne les publications. Par exemple, en ce qui concerne la sexualité ou la nudité. Beaucoup de mots sont interdits, bannis de certaines plateformes, et les utilisateurs trouvent des moyens détournés d'accéder à leurs envies de publication. Est-ce bien ou mal ? Je laisse à chacun le soin d'en juger, mais c'est un fait. De nombreuses communautés utilisent ainsi des emojis pour déjouer le piège de la censure, et c'est comme ça que la cerise peut désigner un fruit, peut symboliser l'été par extension, mais peut également se référer à toute partie de l'anatomie humaine généralement constituée d'une paire. Je vous laisse à votre imagination pour ce qu'une banane peut alors signifier, ou bien certaines gestuelles. Mais fort heureusement, ce contournement par petits dessins numériques ne concerne pas uniquement la pornographie. Il y a de nombreux autres exemples. En voici un. Sur WeChat, ou Weibo, les équivalents de Facebook ou de X en Chine, le discours n'est pas libre et l'État autoritaire surveille tous les messages, toutes les publications. Il y a quelques années, l'État a précisément procédé à la fermeture de certains des comptes les plus importants dans la mouvance féministe, par exemple. Pour éviter d'être repéré par la censure automatique ou humaine, certains mots ont été remplacés par des emojis chez les opposants au régime. Le hashtag MeToo, qui regroupait à l'origine les paroles des femmes luttant pour encourager les prises de parole visant à faire savoir que le viol et les agressions sexuelles sont nombreuses et qu'elles sont souvent tues par les médias et ignorées par la société, a par exemple été banni automatiquement par les autorités chinoises. Vive le progrès. Mais en postant ces emojis-là, les féministes, refusant de céder à la pression de leur gouvernement, purent continuer de s'exprimer sur ces sujets et de faire avancer leurs idées progressistes. En effet, phonétiquement, le mot « riz » suivi du mot « lapin » en chinois se prononce « mi-tu ». Oui, Dodongo, je sais, j'ai pas encore parlé de notre ami tout jaune là, mais c'est parce qu'en réalité, il n'a le mérite que d'avoir été le premier. Le smiley jaune que le monde entier connaît est aujourd'hui comme le porte-étendard de tous ses compagnons modernes. Bon, écoute, pour la faire courte, on attribue assez souvent la création de notre ami Smiley, de l'anglais to smile, qui veut dire sourire, à Harvey Ball en 1963. C'était un graphiste américain qui a été sollicité par une société d'assurance afin de créer une campagne interne visant à améliorer le moral de ses employés. Cela dit, cette origine relativement tardive est controversée. On retrouve en effet ce visage simplifié assez loin dans l'histoire de l'humanité, voyez plutôt. Comment ? Un smiley pour les tyrannosaures ? Oui, bien sûr, ça existe. On peut même aller un peu plus loin que ça. Regarde. Bon, allez, pendant que tu t'amuses. Pour les emojis donc, tout a commencé en 1999 avec Shigeta Kurita qui a standardisé sur tous les téléphones mobiles japonais utilisant le réseau principal de l'époque Docomo les 176 premiers emojis dont on retrouve aujourd'hui une plaque au musée d'art moderne de New York. Depuis, bien sûr, l'utilisation des emojis n'a cessé d'augmenter, de même que leur nombre d'ailleurs.
Notamment depuis 2011, quand Apple a intégré sur ses téléphones, ses tablettes et ses ordinateurs un clavier entièrement dédié à ces petites icônes addictives. Bien addictives même. On estime que de nos jours, il y aurait 6 milliards d'emojis envoyés dans des applications de messagerie chaque jour. Il existe un consortium, Unicode, qui est une organisation privée à but non lucratif qui coordonne la sortie et la standardisation de nouveaux emojis, tous les ans. Et tous les ans, n'importe qui peut suggérer la création d'un nouvel emoji. Vous pouvez proposer un emoji si vous expliquez au consortium pourquoi vous pensez qu'il serait utile, et si votre proposition est suffisamment plébiscitée, elle peut être adoptée. Il y a pour autant tout un tas de règles à respecter. Je vous laisse aller voir tout ça sur le site d'Unicode si vous vous sentez l'âme d'un créateur. Je ne pense pas qu'il y ait à ce jour suffisamment de pourquoi fil dans le monde pour appuyer une demande d'intégration d'un emoji point exclamatif, histoire de boucler la boucle. Mais bon, si quelqu'un se sent le courage de tenter quand même, libre à vous. En 2024, ils nous ont sélectionné un visage avec des cernes, un arbre sans feuilles, une harpe et une pelle. Alors bon, on a toutes nos chances en fait. Qui sait? Quoi qu'il en soit, en 2022, nous en étions à un total de 3664 emojis officiels approuvés par ce consortium et donc utilisés quotidiennement. Enfin, quotidiennement. Certains plus que d'autres quand même. Et leur utilisation intéresse d'ailleurs également les sociologues, puisque les emojis en disent davantage sur nous-mêmes que nous ne le pensons. Statistiquement, on peut voir apparaître tout un tas de données sociologiques très intéressantes. Notre genre, par exemple. Les cœurs rouges et mauves, les yeux au ciel, le visage assoupi et le sourire tête à l'envers, et toutes les traductions graphiques de la joie, sont plus fréquents chez les utilisatrices. Tandis que le regard en coin, les lunettes de soleil, la moue sceptique, le rire embarrassé et globalement les expressions de peur sont plus récurrents chez les utilisateurs. Politiquement, on observe que des groupes de militants de la gauche radicale ont ainsi adopté l'explosion et le biceps, symbole de lutte, tandis que les drapeaux européens se retrouvent chez les macronistes et le drapeau français, la fleur de lys et la grenouille, à l'extrême droite. On peut aussi noter que nos origines peuvent être perçues au travers de notre utilisation des emojis. En effet, il existe des spécialités d'utilisation assez nettes selon le pays d'origine des utilisateurs. Ainsi, par exemple, les Espagnols se distingueraient par leur plus grande utilisation de visages tristes. Bah ouais, ça ne doit pas être facile tous les jours d'être espagnol apparemment. Si jamais vous êtes espagnol et heureux, manifestez-vous dans les commentaires, on ne sait jamais. Les utilisateurs arabophones, eux, ont un penchant pour les emojis de plantes et de fleurs. Les Russes sont apparemment plutôt romantiques, avec les lèvres rouges et les couples qui s'embrassent. Et les Français ? Eh bien, il semblerait que nous soyons bien enfermés dans notre propre cliché de séducteur et de romantique, puisque les Français sont, et de très loin, ceux qui s'envoient le plus de cœur. Il y a d'autres habitudes qui sont, elles, un peu plus troublantes. Les Canadiens sont champions pour partager du caca, de la marde. Et encore, à ma connaissance, il n'existe pas encore d'emoji représentant un calice ou un tabernacle. Les Australiens, eux, s'envoient 2 fois plus d'emojis d'alcool que les autres. On vous voit, les Australiens. On vous voit. Et notre ami qui est jaune et qui nous attend depuis le début de cette vidéo. Eh bien, la binette souriante, comme disent nos amis québécois, et toutes ses dérivations, représentent tout de même presque la moitié de nos échanges, toutes nations confondues. Le grand vainqueur est loin devant, étant le smiley qui pleure de rire. Comme quoi, il reste encore de quoi se réjouir et se marrer dans ce bas monde. Voyez plutôt, les nombres que vous voyez s'afficher sous vos yeux étaient monitorés en temps réel sur la totalité du réseau social Twitter depuis juillet 2013. Depuis que nous sommes passés à X, le site de tracking ne semble plus fonctionner. Il s'agit d'emojitracker.com. Je vous mets quand même en description, vous pourrez aller voir, on ne sait jamais, peut-être bien qu'il se remettra à fonctionner un de ces jours. Et tiens, regardez ça, je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est assez amusant, la répartition des emojis selon leur rang et selon leur nombre d'utilisation. Alors pour ne pas manipuler de trop grands chiffres et en faire fuir certains à la vue des mathématiques, je vais utiliser ici les moyennes quotidiennes, qui sont de fait des nombres un peu plus abordables. Eh bien regardez, le second emoji apparaît environ 2 fois moins que le premier. Le troisième, à peu près 3 fois moins que le premier. Le 10e, à peu près 10 fois moins. Et ainsi de suite. Curieux, non ? Eh bien en fait, pas tant que ça. Mais ça, je vous en parle la prochaine fois. Alors d'ici là, tâchez de rester éveillé et n'oubliez pas de vous demander pourquoi. À la prochaine.